Penelope. Et la rançon de Pénélope. À vous Pénélope, excusez-moi. Mistralienne, Mistralien, bienvenue sur la chaîne Mistral Mon Autre, avec un retour des épisodes de Plus Belle la Vie, diffusés par France 3 du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022. On a donc la continuité de cette drôle d'association entre Luna et Bastien, le renouveau de Kylian et Lola, ou encore une Manon qui fait vraiment irruption là, dans le quotidien des Nebou. Voyons ça tout de suite. Bastien le battant, commençons ce débrief avec l'un des derniers arrivés au Mistral et qui bouleverse le quotidien de Luna. Et on a cette drôle d'impression étrange que c'est ce Bastien qui a toujours manqué à Luna pendant ces 20 dernières années, quand bien même elle partageait quand même de folles histoires avec Sacha ou encore Guillaume. C'est toujours un petit peu dérangeant, surtout quand ce sont des personnages historiques, de minimiser l'impact des histoires passées et donc l'histoire du feuilleton. Mais bon, c'est pas le sujet ici, parenthèse refermée. La question depuis la disparition d'Elodie est double. Bastien est-il impliqué dans cette affaire criminelle et son épouse est-elle morte? Autrement dit, est-ce bien une affaire criminelle? Luna, elle est comme le public, elle finit par se poser des questions parce que Bastien a un comportement étrange et c'est à contre-cœur qu'elle accepte de collaborer avec la police, limitée à Ariane et Bauer. Voilà, on ne voit quasiment que sur cette enquête. Et bien eux deux, ils n'arrivent pas à s'entendre puisque Bauer est certain de la culpabilité de Bastien, tandis qu'Ariane émet quelques réserves. Autant JP est mielleux et arrangeant dans sa vie privée, autant là, on le voit bien plus déter pour son taf. Quoi qu'il en soit, les doutes de Luna sont suffisamment fondés pour qu'elle accepte d'espionner Bastien une nuit après avoir accepté de recoucher avec lui. Elle fouille l'un de ses petits carnets. Alors autant elle avait mené une enquête brillante avec Sacha pour démasquer Mallet, autant là, côté discrétion, on repassera. Elle reste dans la pièce à 2 mètres de son amant et alors là elle nous sort toute la panoplie. Elle a la petite lumière pour éclairer les fameux dessins et elle utilise même le flash pour photographier ce qu'il y a sur le carnet. Bon là on peut dire, elle rejoint donc Betty dans la team. Je me suis fait griller mais j'ai moi-même allumé le barbecue. Il apparaît néanmoins peu probable que Bastien soit bel et bien le coupable, mais comme je l'ai indiqué dans ma précédente vidéo, pour l'instant on a bien du mal à dégager d'autres suspects. François et Thomas pendant ce temps rendent hommage à Chirac et Jospin à travers leur cohabitation bien délicate entamée il y a quelques jours. Thomas continue de jouer la carte de la sagesse, de la gentillesse, de l'allégresse, un peu de la paresse et de son stress aussi. Il est toujours stressé, énervé, agité, à bloc, contrairement à son mari Gabriel qui lui est au bloc. Mais pas que, on va le voir pour notre ami Gabi le Magnifique, puisqu'en plus d'être au bloc, eh bien il débloque. Oui, en ce moment, il en a assez marre de cette guerre entre Thomas et François. Amateur de tennis comme il est, ça fait 1 an qu'il monte au filet pour dire qu'il en a marre de la guerre. Rappelez-vous déjà avec Roland, donc, il avait supporté la mythomanie de Roland qui avait fait croire qu'il avait un problème au cœur pour mieux apitoyer ses proches. Et bon, ça ne s'arrête pas tout de suite entre les deux demi-frères. Bon, pour l'instant, si on va faire un autre parallèle avec le tennis, on peut dire que c'est avantage François. Plus serein, plus stratégique, vraisemblablement plus expérimenté avec les adolescents, il parvient toujours à rebondir sur ses pattes. Et quand Thomas essaie de le pourrir en revendiquant à Kylian et Lola leur droit de faire grève, eh bien il va au bar d'en face, au Marcy, pour retrouver Fanny et s'assurer que Thomas respecte bien la charte des employés. Et après l'épiphanie, on a l'apiphanie, et oui, la jolie serveuse sourit de toutes ses dents blanches. Eh bien parce qu'elle est susceptible d'obtenir une nouvelle prime alors que Thomas comprend qu'il va devoir allonger le cachet en plus des cafés qu'il sert quotidiennement. Thomas le pauvre, il semble parti dans une guerre qu'il ne semble pas en mesure pour l'instant de remporter face à François. D'autant que ça fragilise son couple avec Gabriel. Est-ce qu'on redevient sérieux pour l'affaire des bébés échangés? On a le droit de se poser la question puisqu'on nous a vendu une intrigue poignante, impactante au moment où Manon a procédé à cette fameuse scène, l'échange assez intense, très criard des bébés. Eh bien, on n'a toujours pas passé la seconde. J'en profite pour faire une dédicace à Bilal qui va prochainement passer son permis. Pour l'instant, on reste au point mort avec des angles plus vraiment comiques, mais pas non plus dramatiques, qui ne font pas vraiment avancer le schmilblick. On a des Nebou toujours autant fatigués par leur petit Raphaël.
et qui n'est pas Raphaël, hein, ils veulent se faire donc assister par une employée à tout faire. Il y a donc le ménage à faire, les courses, la nourrice. Claire, elle les conseille, elle leur dit qu'elle a quelqu'un de très fiable en tête. Non, c'est une Kayla visiblement inactive depuis qu'elle a acquis le droit de rester sur le sol français, et pour ça, d'ailleurs, elle en a autant bavé que Djokovic pour l'Australie. En tout cas, maintenant, elle n'entend pas laisser Kayla s'occuper du petit Raphaël, je sais pas comment il faut l'appeler moi, le Donatello, Nadal. Bon, c'était ma dernière allusion au tennis dans cette vidéo, trop c'est trop. Manon décide ainsi de saboter l'entretien de Kayla, qui n'a vraisemblablement pas fouillé ses affaires entre son départ du bar et son arrivée chez les Nebou. Elle repart non pas par le premier avion, mais au bout de quelques minutes, puisque Nebou trouve une fiole d'alcool dans sa veste. Et une fois qu'elle a réussi son coup, Manon s'octroie même le droit de contacter les Nebou pour répondre à la petite annonce après avoir déjà arraché tous les numéros. En tout cas, je félicite le coup de génie de Manon qui va bientôt être rémunérée pour garder son propre enfant, à moins qu'elle ne soit pas la mère du faux Raph, mais bon, ce n'est pas le scénario le plus probable à ce jour. C'est un Bilal qui voit noir avec Blanche, et je ne dis pas ça parce qu'il se plaint auprès de Mousse, je vous vois venir. Le frère de Nisma estime qu'il n'est pas traité équitablement par la prof de français, il se met donc à parler chinois à force de se faire renvoyer de cours, et même mieux que ça ou pire que ça, il ne se fait même carrément plus accepter de cours. C'est le cas cette semaine lorsqu'il se voit fermer la porte au nez pour un retard de quelques secondes. Et oui, quelques secondes fichues trotteuses et ça trotte dans la tête de Bilal, mais heureusement Mousse, le nouveau CPE, se charge de faire la liaison entre l'élève et Blanche. C'est un peu comme Jackie qui utiliserait le petit-fils pour que Micheline lui passe le poivre en période de bouderie. Quoi qu'il en soit, Bilal se laisse convaincre de faire patte blanche auprès de la principale intéressée, et l'abcès est enfin crevé. Blanche apprécie la sincérité de son élève et elle se montre même indulgente quand le frère de Nisma arrive en cours sans son livre de français, le livre actuellement étudié. Elle lui propose de prendre de bonnes notes sur le livre du voisin. Bon, apparemment les salles ne sont pas super isolées car depuis le couloir, Mousse ne rate pas une miette de la conversation. Il aurait sa cape d'invisibilité, ça ne serait pas passer différemment, et donc c'est un nouveau départ pour Bilal qui, comme je vous l'ai dit, va tenter d'obtenir son fameux papier rose. Pour cette deuxième édition du Mistral 5 étoiles, on va commencer par les points positifs, une fois n'est pas coutume. Alors j'aime bien qu'on se penche sur l'avenir de Bilal et Kylian. Tout n'est pas parfait dans ces personnages, surtout pour Kylian, je trouve qu'il se boérise un petit peu en se pliant face aux exigences de Betty, ça me plaît pas trop. Néanmoins, ce sont deux personnages à fort potentiel, et on suit un petit peu parallèlement leur évolution dans un cadre, dans un contexte scolaire, donc ça me plaît plutôt bien. Je m'intéresse à ces deux adolescents, et j'ai envie d'en savoir plus, de savoir dans quelle voie ils vont se destiner, même s'ils ne sont pas encore en terminale, donc il y a le temps pour le bac. En tout cas, on est parti sur un bon fil rouge, et ça me plaît plutôt. Moi j'apprécie de plus en plus François également, très pédagogue. Il fait un peu les choses pour sa gueule, mais il ne s'en cache pas. Du moins, c'est moins voyant que Thomas, et je trouve qu'il s'y prend de la bonne manière avec Lola et Kylian. Il les a bien compris, c'est pas tant de la manipulation. Voilà, il traite les choses avec intelligence et en essayant que ça puisse que chacun puisse en tirer profit, à l'exception évidemment de son frère. Alors Thomas, lui, s'y prend comme un manche, puisqu'il a des positions radicalement opposées en quelques jours et frontalement. Il est arrivé pour contrer un petit peu la dureté de François et apporter de la pédagogie. Et sauf que quelques jours plus tard, c'est lui qui joue au bad boy, bad cop, bad brother. Donc il n'y a aucune logique dans son raisonnement, dans sa manière de faire, et il perd les ados dans ces cas-là, puisque comment comprendre en quelques jours qu'il passe du grand confident à Kylian à celui qui va leur imposer des heures sub d'apprentissage et les priver de sortie. Donc quand François est trop méchant, il n'est pas content, et quand François n'est plus méchant, il est mécontent. Alors ce qui me déçoit, mais là on en parle assez régulièrement au niveau des présences et des absences des acteurs, c'est celle de Nisma. C'est dommage. Depuis la collaboration entre le frère et la sœur sur l'île des naufragés, c'est un peu à chacun son tour. Un coup on voit Nisma avec Abdel, mais Bilal est mis en retrait, et là maintenant Bilal est davantage mis en retrait, mis en avant depuis l'épisode du Blackout, et Nisma malheureusement a disparu de la circulation. Bon, elle va revenir, il n'y a pas de souci, mais plus de scènes entre le frère et la sœur, ce serait pas mal, ça ne mange pas de pain. J'attends aussi plus de
de mousse de l'enfer que représente, l'enfer du travail que représente le poste de CPE. Ce n'est pas simplement régler les petits conflits entre camarades, il y a aussi des lourdeurs administratives, et j'espère qu'on va rapidement arriver à ce point-là et nous démontrer que c'est une hérésie de confier un tel poste à Mousse. J'ai noté aussi un parallèle qui concerne Patrick Nebou, l'histoire des faux bébés. Ça vient presque trop vite. Je pense qu'on aurait dû, ok, Raphaël est peut-être le faux Raph du coup est peut-être un bébé imposant, mais on n'avait pas besoin de cette partie-là. Il aurait peut-être fallu montrer quelques moments importants pour la vie de jeunes parents, même si Babette et Patrick ont déjà été parents, montrer quelques étapes décisives dans l'éducation d'un tout petit, et ensuite on comprendrait mieux le traumatisme lors de la révélation, comme quoi ce n'est pas véritablement leur bébé, puisque là, s'ils apprennent dans la foulée au bout d'un ou 2 mois que leur bébé est toujours à la maternité ou élevé par une autre personne, ça perd un petit peu de sa saveur, et ça me rappelle un petit peu le traumatisme très très vite évacué de Nebou après son viol, qui était revenu immédiatement au commissariat. Donc là, il y a un traitement de temporalité qui est pour moi ajustable. Donc voilà, si on nous montre Manon maintenant à l'écran, j'imagine que les Nebou vont découvrir très vite la vérité. Moi, j'aurais laissé passer du temps, j'aurais laissé passer entre 4 et 6 mois. Bon, concernant l'intrigue principale, c'est compliqué de rentrer pleinement dedans, puisque c'est un personnage nouveau qui débarque et on nous fait croire que c'était le grand amour de Luna. Alors Dieu sait si les fans de Plus belle la vie de la première heure ont aimé Luna et Guillaume, peut-être aussi Luna et Sacha, même si leur relation amicale a mieux fonctionné à mon sens. Donc là, s'intéresser à Bastien, s'intéresser au Castel qui arrive, puisque le public a boudé la précédente famille, ça envoie un message un peu particulier qui est difficilement interceptable. Et enfin, j'ai noté une bizarrerie, c'est en l'espace de 24 heures, Kayla se fait pourrir son entretien d'embauche à 2 reprises. La première fois puisqu'elle se fait renverser une sorte de boisson, je ne sais plus ce que c'est comme boisson, bref, par Manon qui l'attache. Et le lendemain, elle la revoit lorsqu'elle sonne à la porte et qu'elle arrive en retard et qu'on lui dit qu'il y a une autre candidate. Et Kayla ne fait pas le rapprochement, elle ne reconnaît pas Manon qu'elle a vu la veille, puisqu'elle l'a regardé droit dans les yeux quand elle lui a renversé le verre sur le menton. Donc là, je ne comprends pas qu'elle ne réagisse pas quand elle se retrouve face au Nebou. Voilà ce qu'il y avait à dire pour les épisodes précédemment diffusés par France 3. Je vous rappelle une nouvelle fois la sortie d'un nouveau format de 5 minutes qui va retracer toute l'historique d'un personnage, et je vous annonce qu'elle va être la première personne à passer sur le grill. Eh bien, c'est Laetitia Bellesta. Je diffuserai la vidéo dans une dizaine de jours. Je vais commencer par l'écrire et par la tourner, mais elle sortira non pas ce mardi-là, mais le mardi suivant. Vous aurez le résumé de Laetitia Bellesta en 5 minutes depuis son arrivée au Mistral. Merci à vous d'être présents. Et puis aussi, Pénélope va sortir progressivement de sa taverne, c'est l'une de ses résolutions pour l'année 2022, donc n'ayez crainte, ça va arriver petit à petit. En tout cas, merci encore une fois d'être présent sur ce podcast qui est vôtre, mais surtout, mistralement nôtre. Bye bye.